Merci. Merci beaucoup. Madame Lévrato, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc après l'éloge et la lecture brillante au prisme de l'économie politique du rapport Draghi que vient de faire Elie Cohen, je vais essayer de compléter par une vision peut-être plus technique et à la fois plus institutionnelle du rapport pour essayer d'en présenter, discuter et analyser les rouages et les causalités. Alors tout d'abord, je vais partir du constat qui semble très largement partagé et que l'on ne peut que partager, qui concerne le décrochage entre le PIB et la croissance du PIB européen et celui des États-Unis, que l'on observe depuis une dizaine d'années notamment. Deuxième constat, c'est la menace chinoise qui est plusieurs fois mentionnée dans le rapport, qui n'est non plus pas nouvelle, mais qui tend à s'intensifier. Troisième constat, largement partagé, la faiblesse du secteur des technologies propres, du numérique et des difficultés dans les secteurs de la santé. Et enfin, le déficit commercial qui devient largement préoccupant en Europe. Le premier constat que l'on peut faire aussi sur ces éléments d'information, c'est que la référence du rapport, de manière récurrente, sont les États-Unis. Première question, pourquoi ce focus sur les États-Unis? Pourquoi ne pas se référer à un groupe de pays dans lesquels on pourrait considérer également la Corée, le Japon, qui sont des pays dont le développement et la dynamique sont plus intéressants et qui sont plutôt proches de ceux de l'Europe que de celui des États-Unis. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si ceux qui décrochent, mais par le haut, ne seraient pas davantage les États-Unis que le reste du monde, de même qu'en Allemagne, le pays atypique avant, lorsqu'on regardait l'industrie, c'était l'Allemagne plus que les autres pays industriels. Et partant de là, je me suis demandé, en le lisant, pourquoi n'étaient pas mis plusieurs éléments en miroir. Premier élément en miroir, c'est tout le contexte socio-sanitaire, on va dire. L'espérance de vie est supérieure dans l'Union européenne, supérieure de 5 ans à ce qu'elle est aux États-Unis. Le taux de suicide est inférieur dans l'Union européenne. Le taux de mortalité infantile. Alors je sais bien que la corrélation entre le PIB et l'indice de développement humain, lorsqu'on fait des études macroéconomiques, est difficile à établir. Néanmoins, plusieurs travaux, y compris des plus grands économistes, je pense à Acemoglu par exemple, appellent à la considérer. En effet, on sait que si le classement des États-Unis se dégrade quand on considère l'indice de développement humain par rapport à celui du pays, quand on regarde le PIB par habitant, c'est justement en raison de l'absence ou des faiblesses du modèle social généralisé dans ce pays. Ensuite, lorsqu'on compare le rapport à la littérature économique et notamment empirique sur le sujet, on voit que certaines affirmations peuvent être discutées, telles que celles qui concernent une politique climatique sans politique industrielle dans l'Union européenne. Depuis le Covid, on a au contraire des efforts de convergence qui s'incarnent dans le Green Deal, par exemple, pour concilier ces deux politiques. J'ai publié récemment à ce sujet. Et ce qui interroge également, toujours pour cette lecture globale du rapport, c'est l'absence quasi totale de bilan des réformes nombreuses et profondes de l'Union européenne antérieures et qui n'ont pas empêché manifestement, puisque le constat dressé est inquiétant, ce décrochage.
Passons aux propositions maintenant. Les propositions qui sont contenues dans le rapport sont extrêmement riches, extrêmement intéressantes. Certaines sont plus nouvelles ou plus innovantes que d'autres. Pour citer quelques exemples de propositions anciennes, le déficit de start-up à combler, le financement de l'innovation qui de manière récurrente est jugé insuffisant, la faiblesse des investissements en recherche et développement, notamment privés, en Europe, l'appel à la création d'universités d'élite, etc., etc. Donc, beaucoup ont été rappelés par mon collègue. Beaucoup ont déjà connu des tentatives de mise en place. Au sujet également des nouveautés qui concernent l'engagement écologique et la bifurcation des économies européennes, on remarque un lien intéressant, peut-être restrictif, qui est fait entre, d'un côté, décarbonation de l'industrie, de l'autre côté, compétitivité. Et ce qui est frappant de constater, c'est que le rapport met l'accent très fortement sur la question de l'énergie et considère moins le reste des intrants dans les processus de production, alors même que, parallèlement, la question des limites planétaires fait partie des éléments des rapports du GIEC qui sont mis en avant par rapport au changement de politique publique. Alors, ce que le rapport ne précise pas et qui peut être gênant, notamment à ce projet d'emprunt européen très intéressant, d'ailleurs déjà expérimenté pour le Covid et dont les conséquences en termes de remboursement ne sont toujours pas réglées, c'est qu'il y a plusieurs modalités qui sont envisagées et qui sont soit difficilement compatibles avec le fonctionnement et les règles de gouvernance actuelles, soit qui pose des hypothèses très fortes dont le respect, pour aller dans le sens des recommandations du rapport, serait difficile à obtenir. Premier élément non précisé par le rapport, c'est quelles sont les modalités qui pourraient conduire des entreprises européennes aujourd'hui concurrentes à devenir des institutions qui coopéreraient les unes avec les autres. Comment transformer des entreprises concurrentes en une entreprise ou une nébuleuse d'entreprises coopératives? Donc ça, c'est une question qui est très difficile à atteindre et d'autant que les pays mettent en place souvent des politiques d'attractivité des entreprises que l'on voit décliner au niveau des régions, qui font qu'à l'intérieur de l'Union européenne, les écarts en termes de spécialisation, comme l'ont noté des analyses récentes d'Andrés Rodriguez-Pose à la LSI ou de Philippe McCann à Birmingham, expliquent les tensions et cette géographie des mécontentements à l'intérieur de l'Europe. Donc, comment faire en sorte de passer de logiques de concurrence à des logiques de coopération? Deuxième question forte, comment les modifications des traités appelées par exemple par l'extension du principe de majorité qualifiée pourraient être réalisées, sachant que l'on a besoin d'une unanimité pour passer à ces révisions. Donc on voit que ces tensions sont fortes et elles s'incarnent notamment dans le non-paper des 20 États membres qui retient seulement les propositions relatives à la simplification, sans faire référence à la nouvelle facilité communautaire. Et on voit bien ici se dessiner le clivage entre les États frugaux et les États dépensiers. Comment les mesures innovantes peuvent être préférées par les États non signataires de ce non-paper, dont l'Espagne, la France ou l'Italie. Donc, qu'est-ce qui va permettre d'enclencher les plus importantes innovations proposées par le rapport Draghi?
Ce qui a attiré mon attention aussi, c'est ce que j'appellerais l'illusion de la simplification qui semble traverser le rapport. Alors, il est à plusieurs reprises insisté sur la nécessité de décarboner l'industrie dans l'Union européenne, et on ne peut être que d'accord avec cette proposition, et de faire de l'Union européenne le leader mondial de l'industrie verte. La méthode qui est présentée, c'est grâce à la simplification des processus de développement industriel, d'installation, de procédures administratives. Et là, il y a quand même une inquiétude dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, me semble-t-il, c'est que deux principaux dispositifs existants actuellement sont visés. La CSDR, Corporate Sustainability Reporting Directory, et la CS3D, Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Ces deux mesures, en fait, visent à obliger les entreprises à mener des diligences requises sur la chaîne d'activité pour la CS3D et à divulguer de l'information sur les dommages environnementaux dont les entreprises pourraient être à l'origine. Alors, le rapport s'interroge sur la manière d'alléger ce fardeau, ce qui présuppose donc que ces deux directives constituent des fardeaux, alors qu'elles ont déjà été transposées par plusieurs pays dans leurs droits nationaux. Et pour cela, le rapport propose de relever les seuils de définition des PME. Cette question des seuils est assez récurrente chaque fois qu'il s'agit de mettre en avant le fardeau des réglementations, et de créer une nouvelle catégorie comptable pour les petites et moyennes capitalisations boursières, afin de les soumettre aux mêmes règles que les PME ou à les extraire du droit national ou des droits nationaux pour les faire entrer dans un métadroit européen. Alors, je conçois que certaines régulations puissent être considérées comme excessives. C'est le cas, par exemple, de l'Artificial Intelligence Act, qui néanmoins protège de certaines dérives, comme le crédit social à la chinoise ou la discrimination automatique des CV. Mais admettons qu'elle soit limitative. Le rapport attaque néanmoins des réglementations très, très vastes et qui s'inscrivent justement dans des politiques de transition économique. Quels sont les points qui, selon le rapport, peuvent être gênants ? Le devoir de vigilance, la taxonomie verte, REACH également, qui sont pourtant des éléments caractéristiques importants du rapport européen. Donc, je reviendrai peut-être, s'il y a des questions, au sujet de la concurrence, mais il me semble inquiétant de voir la minoration de l'environnement qui est portée par le rapport Draghi, qui insiste à raison sur la décarbonation asymétrique, souligne l'incohérence des politiques européennes et l'insuffisance du soutien à ce sujet, tout en appelant, et il y a là une certaine contradiction, à alléger les contraintes aux deux directives que je mentionnais préalablement. D'abord, aucune preuve empirique ne montre qu'elles sont une entrave à la compétitivité et à la croissance. Ensuite, leur coût réel est inconnu. Et enfin, le découplage entre croissance et décarbonation semble difficile à atteindre si l'on ne prend pas en compte les autres limites planétaires. Merci. Donc, peut-être faudrait-il considérer que la croissance est aussi entravée par d'autres problèmes que celui de l'énergie, et s'inquiéter des possibilités de régression par rapport au Green Deal européen de janvier 2020. Merci Je vous remercie pour votre attention. Merci, madame. Merci à tous les deux pour vos propos liminaires.